Allez, ça tourne, houblon du Maine avec Georges Coulon. Donc du coup à la récolte, en fait, on va couper, je vais couper la liane à peu près à 1 mètre de haut, donc au niveau de mon fil d'irrigation. Tout simplement, là on est en sève descendante et toute la sève qui est dans la partie la plus ligneuse de mon pied de houblon, elle va tout simplement redescendre naturellement et tout doucement vers le rhizome et ça va lui faire une réserve hivernale. Okay. Voilà, tout simplement c'est pour vraiment l'alimentation de la plante et qu'elle stresse pas trop parce que la récolte c'est l'élément marquant de la plante, c'est voilà, c'est quand on va la tailler, donc c'est assez stressant. Donc le fait de laisser un peu d'auteur sur la liane inférieure, voilà, ça permet d'avoir une sève descendante tranquillement et de lui faire une réserve hivernale pour tout simplement que ça reparte avec beaucoup plus de vigorosité au mois de mars l'année prochaine. Okay, donc une fois qu'on va la couper comme ça, et ben tout simplement, donc le fil tuteur c'est un fil coco. Le fil de coco, il a une résistance de 42 kg de pression, donc ce qui correspond à la traction humaine. Donc on va tout simplement en fait la passer dans le plateau. Donc on va la mettre ici. Je vais vous montrer pour faire un exemple. Donc on va tout simplement la passer ici, voilà, dans le plateau. Et là, juste avec une traction, on va venir tirer. Une fois qu'il est séché, j'envoie un échantillon de 150 grammes au laboratoire Océania à Nantes et au laboratoire Inagro en Belgique, qui est le laboratoire de référence du houblon. Et ça me permet d'avoir plusieurs critères. Déjà d'une, son taux d'humidité, parce que j'ai pas le droit de vous le vendre s'il dépasse 12% de taux d'humidité. Voilà. Ensuite, il va me déterminer mon taux de déchets dans mes pelés. Oui. Voilà, parce que je n'ai pas le droit de vous le vendre si j'ai plus de 4% de taux de déchets. Et il va surtout en fait m'indiquer les acides alpha. Et l'acide alpha, exactement. Et les acides alpha qui est la caractéristique technique et qui donne on va dire la caractéristique brassicole et la capacité brassicole du houblon. Et cet acide-là, du coup, tous les ans il change. Je peux faire aussi les acides bêta à la demande, s'il y a besoin, et puis les huiles essentielles aussi. Ouais. Voilà. Et donc chaque lot a une analyse, quoi. Alors, vous êtes dedans, hein? Ouais, c'est clair. Ah bah, regarde, c'est pas wow. Notre coco là, tu l'as? Ouais, c'est cool. Alors, donc moi, si tu veux, je travaille sur 11 variétés de houblons différentes. Donc en fait, donc le houblon pour sa qualité évidemment de conservation, mais c'est aussi pour ses vertus aromatiques et amérisantes pour une bière. Et donc ça permet, grosso modo, aujourd'hui l'houblonnière, donc là on est sur donc sa 5e campagne de récolte, donc 6e année d'implantation. Et on va pouvoir, Houblon va pouvoir en fait, je veux dire, satisfaire plus ou moins une grande gamme de bières chez nos brasseurs. Enfin, l'idée de ça, c'est que j'ai une gamme assez complète, mais pour répondre plutôt à la demande locale. Et je travaille sur des houblons, notamment le Storage Chase. C'est un houblon qui est aujourd'hui connu, mais qui est peu produit en France, que c'est une variété qui est assez dure, assez acclimatée. Donc là, toi, ça c'est les plants qui ont 2 ans. Donc le Storage Chase, c'est une variété qui est japonaise et qui est hyper intéressante aujourd'hui pour le milieu brassicole, puisqu'on va vraiment sur les notes tropicales, noix de coco. Tu vois, on peut le sentir là. C'est une variété qui est très très riche en lupuline. Donc la lupuline, c'est vraiment l'enzyme qui a les qualités brassicoles, qui va vraiment en fait qui garde toutes les huiles essentielles. Et donc mettre en place en fait des variétés un peu novatrices comme ça permet en fait aux brasseurs déjà d'une de travailler sur des bières qui sont un peu différentes et vraiment de les distinguer du marché de la bière. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre, moi la grosse difficulté en fait en tant que houblonnier, c'est d'anticiper aussi les demandes. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, je fais des essais. C'est-à-dire que la Sorachier, j'avais mis 20 plants ici pour voir si elle s'acclimatait bien au terroir. La réponse est oui, sauf que malheureusement, fin juin, j'ai pris en fait un orage de grêle et tous mes plants juvéniles de l'année, en fait, ça les a tués. Donc ils vont repartir l'année prochaine, mais plus difficilement. Et les plants de 2 ans, on voit bien, ça a coupé toutes les têtes. Tu vois, on voit toute la partie meurtrie en fait en haut là. Et donc clairement ça m'a coupé la croissance, mais il aurait dû être aussi beau que le Nuggets. Donc ça c'est intéressant. Et je travaille aussi sur les variétés que j'ai récoltées hier, Triomphe et Octavia, où là je remets 5 lignes en place l'année prochaine. Et Triomphe et Octavia, c'est des variétés pareil, c'est des variétés, donc Triomphe qui est un peu plus connu en France et qui commence à se développer. Et par contre l'Octavia qui est une variété polonaise, je suis aujourd'hui presque le seul en Europe à le faire. D'accord. Donc voilà, je vais remettre en place dans la 5e ligne une variété, la variété Gemes, qui est une variété Neomexicanus, qui va vraiment en fait correspondre aujourd'hui aux bières plutôt aromatiques qui sont plutôt tendance du marché et pour aussi rester dans le game quoi. Voilà.
Donc c'est toujours, voilà, faut toujours être en fait aller chercher la nouveauté pour pouvoir dire au brasseur, attendez, j'ai un houblon qui va vous démarquer quoi. Et donc ça c'est hyper intéressant pour vous quoi. Mais la difficulté quand on est houblonnier, c'est déjà d'une chercher des variétés libres de droit. Parce qu'en fait ici on travaille sur des variétés libres de droit, parce qu'il faut savoir qu'il y a des variétés qui sont sous brevet. Donc moi il est hors de question de payer pour un brevet. Hein. Et puis la difficulté c'est que quand on met du houblon en place, le potentiel de la plante il est qu'à la 4e ou 5e année. C'est-à-dire que voilà, sur les 2 premières années on va conduire le même itinéraire culturel, mais on n'aura pas le rendement quoi. Donc voilà, faut anticiper, il faut accepter aussi le cycle végétatif et le cycle de végétation de la plante, et puis anticiper les besoins des brasseurs. Voilà, toujours. Voilà. Et donc là, Sorachi, voilà, c'est une belle découverte. Il s'acclimate plutôt bien ici. Je sais que dans l'itinéraire culturel, il faudra que je modifie des choses par rapport par exemple aux autres variétés. Hein. Lui, il a un enracinement qui est assez faible, donc il faudra que je travaille beaucoup plus le sous-solage, notamment pour lui, contrairement aux autres. Et puis voilà quoi. Mais là, je voulais vous faire sentir, parce que, franchement, tu le mets comme ça, tu sens un coco, c'est un truc de fou, quoi. Par rapport à l'autre qu'on a ramassé là, qui est dans le... Là, on est sur un citron vert, plutôt des notes plutôt citronnées, le cascade, qui est un houblon vraiment de base hein, pour nos brasseries du Grand Ouest. On va dire vous me confirmez les gars? Sinon dans les autres variétés tu vas avoir quoi comme goût? Comme goût on va avoir le Fugel. Alors le Fugel qui est le grand-père du cascade, qu'on peut comparer un peu au Styrian Golding qui est vraiment une variété de base, donc l'English Fugel. Là on est sur un amérisant, donc côté vert en fait. On va vraiment pour le côté vert, muguet, on peut tendre un peu vers le muguet. Après donc le cascade plutôt sur une note citronnée. Après on va être sur un Chinook. Le Chinook on va être sur un note très citronné, très léger, voire pamplemousse rose très léger. Voilà, c'est plutôt ça sa caractéristique. Ensuite on va être sur un Bullion. Le Bullion c'est un super houblon. Là on est sur un houblon c'est de l'ananas. T'as l'impression vraiment fruits jaunes, ananas. Ensuite on va être sur un Brewer's Gold. Brewer's Gold on va avoir des notes un peu cassis. Cassis, fruits noirs. Épices un peu, ouais. Là, par exemple, la bière qu'on va goûter là tout à l'heure, c'est de la Qual. Toute sa brasserie, il la tourne au Brewer's Gold. Et parce que du coup, en fait, là, moi, je donne les grandes caractéristiques. Et après, c'est vraiment le savoir-faire des brasseurs en fonction du stade de l'incorporation dans leur brassin. De la durée entre guillemets d'incorporation, c'est ça les gars, et des assemblages aussi. On assemble aussi plusieurs variétés de houblons qui vont donner complètement des choses différentes. Il y a des houblons qui vont pas ensemble dans une recette et il y en a qui vont très bien ensemble. C'est ça. Et donc là c'est les grandes lignes. Après on va être sur les Northern Brewer, on est sur les notes plutôt pain. Voilà. Et le Nuggets qui est un gros amérisant de base qu'on peut en termes de subside trouver par exemple avec du Magnum, mais voilà, on est sur une note très résineux, très vert quoi. Okay. Voilà. Et puis après, Sorachi Ice, coco, fruit tropical coco. Triomphe, on reste sur du citronné, mais citron plutôt jaune-orange quoi. Agrumes, voilà, agrumes plus large. Et l'Octavia, on est plutôt sur du note cocon melon. Donc hyper intéressant à travailler sur de la blanche, sur une blonde légère, voilà, Ouais, c'est vrai que le houblon, on n'entend pas beaucoup parler. Quand on parle bière, c'est ambrée, blonde, brune. On en met très peu. Enfin, vous en mettez quoi en termes de concentration? Enfin, ça dépend. En lait, on va être à peu près 1 kg pour 600 litres. Ça dépend vraiment des concentrations. C'est vraiment l'épice de la bière, quoi. L'épice, on n'entend pas beaucoup parler. Ça va être plus de jouer sur le malt. C'est ça. Je leur dis souvent, le malt c'est la couleur, la mousse, le goût c'est le houblon. Pour faire simple. Et les gens ils disent ouais mais du coup le houblon c'est comme du blé. Ah non pas trop et tout. Et ça commence ici ça commence à s'intéresser de plus en plus. Mais et puis en fait la communication sur les matières premières, c'est le brasseur qui le fait. Hein. Ouais. Et si on met pas du tout de houblon dans une bière, tu fais une cervoise. Donc en fait tu la bois dans la semaine et puis après c'est mort quoi. Et puis ça n'a pas le goût quoi. Le triage, on va séparer la fleur, donc sur une liane il y a à peu près 1000 fleurs. On va séparer la machine, ce qu'on appelle une récolteuse. Donc là c'est une machine slovaque. Hein. Alors j'ai une machine allemande que j'ai récupérée en Slovaquie. Elle est de 1967. Okay. Il y a 76 graisseurs, 80 roulements. Il y a à peu près 1 km de chaîne. Et c'est une machine qui va vraiment séparer en fait, de la liane, donc le fil tuteur, les feuilles, le branchage, des fleurs. Et là, tu ne vois pas encore, mais tu vas voir quand on va passer, c'est que le principe, c'est que les déchets sont gérés à droite et les fleurs sont récupérées sur la gauche. Il n'y a pas de croisement
entre le produit final et le déchet. Hein, donc voilà, j'ai réussi à développer ça. Et donc du coup, là donc j'ai un opérateur qui va me prendre du plateau. C'est comme c'est des lianes, et bah, du coup c'est important qu'un opérateur qui prenne vraiment liane par liane pour passer la machine. Ça c'est une machine qui va passer 220 lianes heure. D'accord. Il faut savoir qu'à la main, une liane à faire à la main, c'est à peu près 1 heure. Donc on voit aussi l'efficience et l'efficacité de la machine. Voilà. Et donc il y a un opérateur qui va me les passer comme ça. On a des clippers, en fait le principe c'est que du coup c'est pris par une grosse chaîne. Et on a un clipper qui va venir pincer la liane, voilà qu'on voit arriver dans le tournant, qui va venir pincer la liane, et regarde. Ah oui. Voilà. Qui va venir pincer la liane et durant la traversée de la machine, la liane va être prise. Voilà. Là l'idée c'est que les filles en fait elles vont vraiment enlever les dernières petites feuilles, le dernier petit branchage. Comme ça, voilà, la dernière petite feuille. Et la machine, par un système d'aspiration et de broyage, elle va enlever les plus gros, les déchets plutôt grossiers, quoi. Donc là, on est sur la plateforme du séchage. Donc moi, je suis avec un séchoir à 3 niveaux, donc à 3 clés. Voilà. Le principe, c'est tout simplement, on va remplir les 3 niveaux pendant la récolte. Et le premier niveau va sécher plus vite que le deuxième va sécher plus vite que le troisième, et ainsi de suite. Et l'idée c'est que donc, le houblon, on va le récupérer, sa maturité au champ elle est à 76-78% de taux d'humidité. Donc c'est à cette phase là qu'on va venir le récolter. Et le séchage va permettre évidemment de préserver les huiles essentielles du houblon et surtout entre guillemets d'enlever 70% en fait, d'eau puisqu'on va sortir le houblon du séchage à entre 6 et 8% de taux d'humidité. Donc là par exemple là dans le séchage on vient de le rentrer. Donc là il est pas complet parce que là on va le remplir au fur et à mesure. Ok. Voilà. Donc là il y a uniquement les fleurs qui sont séchées. Hein. Là on peut déjà sentir. Hein. On sent et on voit déjà en dessous on entend un bruit. Hein. Voilà, donc là ça sèche gentiment. Et là la phase de séchage va durer entre 6 et 8 heures. D'accord. Ah, donc un séchoir on va sécher entre 6 et 8 heures. Et une fois que le séchage il va être terminé, donc en fait, on va le mesurer. On va le mesurer avec un outil spécifique. Hein. C'est cet outil là. Voilà. Donc l'humimètre. Et donc cet outil là va me permettre de mesurer le taux d'humidité en fonction du type de houblon que c'est, en fonction des acides alpha. Et une fois que les tests sont concluants, il va tomber ici sur cette plateforme là qu'on appelle une chambre de réoxygénation. Et c'est dans cette chambre de réoxygénation, ce qui est hyper important, c'est la phase même essentielle du houblonnier. C'est grâce à cette phase de reprise d'humidité de l'air ambiant, donc il va reprendre entre 1 et 2 points. Il faut s'imaginer que le houblon c'est une éponge, il sort du séchage, l'éponge est sèche, quand on va le remettre à l'extérieur, en fait il va venir se regarnir d'humidité. Et il va reprendre entre 1 et 2 points. Cette reprise d'humidité elle est hyper importante puisque c'est là qu'on va venir figer l'huile essentielle du houblon, les huiles essentielles du houblon. Et c'est à partir de là qu'il va exprimer tout son potentiel brassicole. D'accord. Voilà, c'est l'étape importante. Et ça, cette étape-là, en fait, on va envoyer notre échantillon en laboratoire pour avoir ses qualités brassicoles, notamment les acides alpha et les acides bêta, qui sont entre guillemets la base de la recette des brasseurs. Les brasseurs ont besoin d'avoir ces 2 taux d'acide, notamment l'acide alpha, qui va permettre entre guillemets de faire leur recette et leur combinaison et la quantité de houblon qu'ils vont devoir mettre en fonction de la recette. Voilà. Ok, ouais, c'est un peu plus complexe que l'orge ou le malt. Ah bah ça n'a rien à voir. Ah bah oui. C'est là c'est vraiment en fonction des variétés, on va pas être sur les mêmes taux d'acide alpha, on va pas être sur les mêmes durées de séchage, parce que du coup, en fait, les houblons, il y en a qui sont plus ou moins résineux, donc ils vont sécher plus ou moins. La qualité de la récolte se fait aussi avec le temps. Là, on a un super beau temps, donc on va mettre moins de temps à sécher, il y a moins d'humidité déjà présente dans le cône. Mais voilà, c'est le séchage qui nous donne le rythme de la récolte. C'est-à-dire qu'on va pas tout récolter pour arriver ici. C'est moi, tant que le séchoir, entre guillemets, il est pas vide, je rattaque pas d'autres. Ça, c'est hyper important, tu vois. Et une fois qu'il est séché, donc là, c'est la phase qui termine ici. Une fois qu'il est séché, en fait, on va venir le presser. En fait avec ça, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est une presse à houblon, voilà. Et dans cette presse à houblon, on va venir le conditionner dans des sacs. Donc ça, en fait, on appelle ça des RB60. Tout simplement, c'est la marque. Hein. Donc c'est des sacs qui font 60 par 120, donc des grandes bottes. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Comme ça. On va le presser et tout simplement, en fait, ce pressage-là, ça va être dans la phase d'attente de la transformation du houblon. C'est-à-dire que le houblon sec, une fois qu'il est comme ça, on pourrait le commercialiser comme ça. Les Alsaciens, par exemple, eux, ils vendent en coopérative à la coupe dalle ou à la coupe nord. Donc coupe nord pour les gars du nord et puis la coupe dalle pour les gars de l'Alsace. Ils vendent comme ça, notamment pour Crambourg. Voilà, ils vendent en mode comme ça. Eux, leur boulot s'arrête là.
Nous ici à Houblon du Maine, une fois qu'il va être conditionné ici, on va continuer notre récolte au champ. Et une fois que tout est conditionné, eh ben nous on va le transformer en granulé, en pelé. D'accord. Voilà. Et c'est en bas que ça se passe. Et les pelés, ça sert à quoi après Eh ben, le pelé, tout simplement, aujourd'hui, moi, 90% de ma production, elle part en pelé. Tout simplement, c'est que dans l'utilisation du brasseur, c'est beaucoup plus simple. En fait, il va se retrouver avec une poche. Voilà, parce que 5 kg de houblon sec, eh ben, ça représente un volume à peu près gros comme ça. 5 kg de houblon transformé, c'est une boîte à chaussures. Donc lui, en termes de stockage, donc stockage conditionnement, d'utilisation, c'est des granulés, donc c'est beaucoup plus facile en termes de manipulation. Et en termes de conservation, bah, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser en poche, parce qu'en fait la poche, il va utiliser peut-être 1 kg sur les 5, il va refermer la poche, il va le mettre en chambre froide. Parce que la poche, là, quand on l'ouvre, bah, il peut vite s'oxyder. Cool. Donc voilà. Ça se passe en bas. C'est ça. La fleur séchée qui va venir être broyée ici, d'accord. Donc le broyat va passer à travers les grilles de la matrice. Là on est sur une 0,3. Avec un système d'aspirateur, donc c'est un aspirateur tout simple, c'est des aspirateurs de menuisier. On va venir aspirer le broyat, et le broyat en fait avec une tête de répartition ici. Tout simplement on le fait tomber dans un bidon de réception qui est ici, voilà. Ça, ici. Et donc ça fait de la poussière de fleurs. Voilà. Cette poussière de fleurs là, une fois qu'elle est là, et ben en fait on va venir l'emmener dans la pellétiseuse. Donc en fait c'est une matrice qui vient tourner ici dedans, comme ça. Ouais. Qui vient tourner et puis du coup ça sort en granulé. Voilà. Le granulé, une fois que le granulé est fait, bah on pourrait dire bah, comment on le vend. Concrètement je remplis mes sacs de 5 kg, je mets ma poche ici, j'ai les deux platines qui me font le vide d'air. Une fois que le vide d'air est fait, je l'injecte avec mon boîte d'azote ici, et j'injecte de l'azote. C'est les sous vide. C'est-à-dire que mon granulé, je garantis à mon brasseur la même qualité organoleptique, la même qualité brassicole pendant 2 ans. Ok. Voilà. Mais vraiment, moi je vends ça. Étiquetage. Pour l'étiquetage, comme je disais tout à l'heure, j'envoie en fait au laboratoire en fait, pour avoir mes analyses. Mes analyses sont essentielles puisqu'en fait elles vont me délivrer un certificat via France Agrimaire, notre organisme de contrôle. Ce certificat va me donner un numéro de lot. Voilà. Et donc ce numéro de lot sera apposé sur mon étiquette. C'est-à-dire que mon brasseur, demain il me dit j'ai un souci par exemple avec le lot, je sais exactement quel houblon, sur quel sac, sur quel jour a été où il y a eu un souci sur le lot. Voilà. Ok. On est vraiment sur de la haute qualité là. Ah bah on est sur une trace. Bah, on est vraiment en fait la particularité d'Houblon du Maine, c'est que on est vraiment sur la phase de production. Donc on produit, on va le récolter, on le sèche, on conditionne une première fois. Après on va faire la phase de transformation. On reconditionne sous atmosphère contrôlée pour garantir vraiment la qualité brassicole à nos clients. Et après, on a toute la phase de commercialisation. Là, on maîtrise vraiment toute la chaîne de A à Z. Et c'est ça qui est beau, quoi. Enfin, c'est ce qui donne la plus-value à notre métier. Hein, parce que je m'arrêterai au séchage, il n'y aurait pas d'intérêt, quoi. Et c'est ça qui m'anime aussi, c'est que quand j'arrive ici, que le brasseur donne son brasseur, qu'il l'ouvre et met ça dans son brassin, bah, c'est la plus belle récompense, quoi. Bah oui, c'est clair. Voilà. Et ce matin, le sac qu'ils ont pris, les gars, c'était quoi? Alors ce matin, c'était un peu particulier. Ce matin, ils ont pris du verre. Parce qu'il existe un type de bière qu'on appelle la Harvest Ale, bière de récolte, donc en ale, donc sur un système de fermentation. Et faire des bières de récolte, c'est un peu technique pour les brasseurs, parce qu'en fait, il faut le houblon, comme je disais tout à l'heure, il a 6 heures pour être travaillé en gros. C'est-à-dire que là, la chance qu'ils ont, entre guillemets, et la chance que j'ai, c'est d'avoir des brassiers à côté et qui veulent bien faire un brassin avec de la fleur fraîche. Donc on est sur une bière qui est totalement différente. On est sur une bière plutôt de saison, voire éphémère. C'est-à-dire que c'est une bière qui va pas forcément se conserver dans le temps. Le houblon n'est pas travaillé, il est en verre. Donc en verre, il n'a pas les mêmes qualités entre guillemets de conservation qu'un houblon qui est séché. Et donc du coup, là ce matin, on a fait ce qu'on appelle une bière de récolte. Donc là, tu es présent dans la boutique. Nous, on est ouvert uniquement le samedi matin, de 10h à 12h30. C'est beaucoup des locaux qui passent voir nos produits. On a une gamme d'à peu près 12 références. Ça tombe pas mal parce qu'on a pas mal d'éphémères de temps en temps. Donc voilà. Ok, donc du houblon, pas exclusivement de houblon du Maine. Non, on a des houblons qui viennent d'Alsace, on a du houblon qui vient de Bretagne. On a ok, un peu de tout quoi. Un peu de partout. Donc là, l'objectif, tu m'as dit, de faire un bar ici. Exactement. Ok. On a un projet de monter un bar sur la commune de Saint-Martin parce que il n'y a plus de bar aujourd'hui. Il n'y a même plus de point de restauration, donc on réfléchit à pourquoi pas faire un petit point de restauration sur le site. Et je pense que c'est très demandé. Bah carrément. Bon, on va aller voir la brasserie. Ouais, carrément. Donc on est en train de s'amuser à faire des tests de déco.
On sera sur un bar style sporting club où on diffusera les matchs de foot, de basket. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un peu le principe. Trop bien. Là, on est vraiment dans l'espace de stockage des produits finis. Donc là, c'est ici qu'on va faire les préparations de commandes et qu'on stocke tous nos bières bouteilles. On a deux formats en bière bouteille, on va avoir la 33 centilitres et la 50 centilitres. Ah, vous faites pas la 75? Non, 3 formats, ce serait compliqué à gérer après. Donc en bio, ouais, ok. Ouais, 100% bio sur toute notre gamme. Notre clientèle est quand même basée à moins de 30 km de la brasserie. Ok, cool. Bon, on va aller voir le houblon. Ouais. Le houblon du Maine. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée. La suite. Ah oui, c'est la journée houblon. Ouais. On est sur la bière de récolte, donc c'est une bière qu'on brasse à peu près une fois par an. Il y a la récolte du houblon qui se fait le matin même. On a vu ça. Bah oui, c'était le sac de ce matin, ça. C'est le sac de ce matin. Ouais, donc là, il est frais, il n'a pas été séché ou. Non, du tout. Il est juste sorti de la machine de triage là. C'est ça, exactement. Filmé, c'est joli ça. Donc du coup là on va avoir du blé, on va avoir des maltes différents. Donc pour la petite histoire, le malt, là ça va être uniquement de l'orge. Il est malté à certains degrés, certaines températures, certains temps. Et du coup on va développer des aromatiques différents et des couleurs différentes. D'accord. Il se passe en fait quand on va torréfier comme le café, la réaction de Maillard qui va donner des couleurs complètement différentes au malt. Tu vois, on va être sur le malt de base qui est le malt Pilsen. Donc ça c'est un peu le corps de notre bière à l'origine. On est sur un malt voilà, très blanc, très pâle. Ok. Et ça, c'est vraiment ce qui va donner la couleur. C'est pas. Si, c'est ça qui fait la différence blonde, brune, ambrée. C'est des styles, ça. On est vraiment sur un style. Et du coup, oui, pour respecter une bière brune, par exemple, on va aller chercher une certaine couleur, une certaine amertume. Ça, c'est une quoi, par exemple? C'est une blanche. Donc, blanche, c'est une bière à base de blé. Ça, c'est que du blé, ouais. Il y a une partie de blé, une partie de Pilsen. On est obligé d'utiliser du Pilsen parce que l'orge est quand même a un très bon pouvoir enzymatique. Et du coup, on en met quand même, parce que les enzymes présentes dans l'orge sont vraiment adaptées pour faire la bière. Après, c'est la levure, non, qui change aussi. On a plein de styles de levure aussi qui peuvent développer des esters, donc des aromatiques complètement différentes. Par exemple, on utilise la banana split qui vient des arômes de banane et de cul de girofle pour notre blanche, alors qu'on peut travailler sur des US 0,5, sur des bières un peu plus standards. Ou par exemple sur des bières ambrées, on veut quand même conserver une partie très sucrée sur la fin en bouche. Donc, du coup, on prend des levures qui sont peu atteignantes, donc qui ne transforment pas tous les sucres, ils transforment que les sucres très simples pour nous permettre d'avoir quand même de l'alcool, d'avoir de la bière, mais quand même garder quand même de la sucrosité. C'est là où le travail du brasseur est important. Et surtout le nettoyage et la désinfection, parce que si jamais on a des contaminations entre deux levures, un style de bière qu'on souhaite réaliser comme de l'ambré, on sera très sucré, sera peut-être contaminé par une autre levure qui va manger les sucres résiduels et du coup on n'aura pas du tout le style de bière qu'on a envie. Et dans l'environnement il y a aussi plein de levures dans l'air et du coup c'est pour ça qu'on travaille vraiment de façon le plus propre possible. Et tu m'as dit tout à l'heure que vous aviez pris là en début d'année la brasserie ici. J'ai repris la brasserie au 1er avril. Tu y travaillais déjà avant? Non, du tout, je travaillais pas dedans. Parce que là, il fallait travailler, là, c'est bien, les sortir au public, machin. On a la chance d'avoir repris la brasserie Alpaca, derrière Romain Debain qui a appris à brasser au Pérou, d'où le nom Alpaca. Et du coup, il m'a transmis son savoir-faire, on a travaillé ensemble, on a même fait une bière. Tu avais déjà les recettes, tu savais déjà... Ouais, en fait, il m'a transmis les recettes. Moi, derrière, j'ai une formation de chimiste, j'ai quand même passé une formation de brasseur. C'est comme ça, après en travaillant. Et dans mes anciens domaines, j'ai travaillé dans le traitement de surface. Il y avait quand même beaucoup de procédés de nettoyage, de désinfection qui étaient présentes. Et j'étais pas perdu. Et tu as déjà travaillé dans des brasseries avant ou tu as juste les formations? Ok. Juste la formation. Là, tu as quel âge là? J'ai 29 ans. Ouais, c'est trop bien. 29 ans. Et ton collègue, il a... Pareil, 29. Deux Alexis alors. Ouais, j'ai acheté la brasserie le 1er avril. J'ai été papa la deuxième fois le 15 avril. Et je me suis marié là au 30 août. Nickel. Une grosse année pour nous. Et ton collègue, vous êtes associés tous les deux? Ouais, mon collègue m'a rejoint dans l'aventure, il a pris les parts de la société. C'est un ami à toi? C'est mon meilleur ami que je connais depuis 3 ans. Parfait. Meilleure association. C'est ça. Normalement, il paraît que dans l'entrepreneuriat, des fois, il faut faire gaffe. Mais... On a deux tempéraments très calmes et on s'entend bien. Vous êtes complémentaires et tout. Il a peut-être moins de formation, non? Pareil, non, même lui formation. a vraiment une formation plus commerciale. Commerciale, ouais. Donc complémentaire. Plus dans la partie brassicole. Et du coup, lui aujourd'hui a quand même voulu apprendre à brasser, donc il brasse depuis. Il est arrivé depuis depuis mai. Du coup, il brasse depuis mai avec moi, donc je lui apprends vraiment à fabriquer la bière pour pouvoir au mieux la vendre.
Trop bien. Nous, on travaille en bouteilles consignées. On a des formats de bouteilles qui sont des 50 centilitres. Donc ça, c'est des bouteilles qui sont vraiment adaptées. C'est le format allemand. C'est des bouteilles qui sont vraiment conçues pour être relavées le plus de fois possible. Donc nous, on a stock ici. Quand on a environ 10 000, ça part à Clisson chez Boutin. Et, bout à bout. Boutin c'est Boutin Service. C'est encore une autre société de lavage. C'est notre société, mais je la connaissais pas celle-là. Et donc les bouteilles sont relavées et nous, on les réutilise. Donc on se bat un peu là-dessus parce qu'aujourd'hui, une bouteille lavée me coûte plus cher qu'une bouteille neuve. Donc c'est vraiment une démarche écologique. On se bat là-dessus, on espère que ça va changer. Parce que voilà, c'est. Non mais oui, moi je milite pour ça aussi. Et honnêtement, on a une clientèle qui joue vraiment le jeu. On récupère beaucoup de bouteilles et ça je les remercie parce que ils jouent vraiment le jeu, quoi. C'est dans notre démarche, c'est un peu ce qui nous différencie aussi des autres parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de logistique. Est-ce que sur l'étiquette vous mettez merci de ramener, rapportez-moi, mais en gros, tu sais, parce que on l'a mis en petit. Ah non, il faut le mettre en gros, tu vois, parce que c'est moi j'ai une amie 1 euro, tu sais, t'as 1 euro de consigne. Et tu oublies, finalement, quand les copains, tu les. Nous, c'est une consigne gratuite, on ne s'en sortirait pas. C'est vraiment une démarche totalement écologique du client. Ah oui, consigne gratuite, ouais, du coup. Ouais. Mais même consigne gratuite, c'est mieux qu'ils vous la redonnent, non? Oui, bah c'est ça. Nous, le client, il me la ramène quand merci il faudrait le mettre en gros, merci de la ramener, quoi. Complètement. Parce que souvent on oublie, tu vois. Alors que si c'est au moment de la mettre bac de tri, celle-ci elle peut être utilisée, plutôt que ce soit cassé, refondu à 1200 degrés. Bah là, nous, c'est juste lavé en fait. Donc du coup, on a quand même une économie d'énergie qui est importante sur les bouteilles. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une demande de prestation pour un festival ou un événement privé, on va quasiment à chaque fois avoir la demande est-ce que vous avez un soft, une limonade, un kombucha ou une bière sans alcool. Donc nous, on est parti sur la bière sans alcool. Je vais refaire une formation pour pouvoir le développer. C'est l'objectif. C'est cool, vous êtes sur des festivals aussi Ouais, on a fait pas mal de festivals, 4 festivals. On était à Bout de Ficelle, Gazou Fest. Oui, c'est les festivals qui sont dans le coin. Qui sont présents en Maine-et-Loire, là. Ouais, c'est ça. Ok, parce que là, on est au nord d'Angers, là. On est au nord d'Angers. Ouais. On est dans les Hauts d'Anjou. Donc tu dois avoir les étudiants d'Angers, non? Tu cibles quoi, les universités Pas très connus encore dans le centre-ville d'Angers. On distribue dans 2 gros bars dans le centre-ville d'Angers aujourd'hui c'est des clients depuis de longue date avec qui on travaille. Et nous, on a la chance d'être équipés de tireuses qui sont vraiment adaptées pour des gros débits. D'accord. Pour toute demande dans les festivals, il ne faut pas hésiter. On est vraiment adaptés. On est capable de livrer jusqu'à une 60aine de fûts sur l'événement avec les tireuses adaptées, les éco-cups qu'on ouvre gratuitement. C'est vraiment notre force. On a les protéines en fait qui viennent s'agglomérer. Du coup, sur la partie de l'ébullition, tu vois, on vient quand même éclaircir pas mal la bière avec l'ébullition. Ok, donc là il y a une première tournée de houblon tout à l'heure et là on en remet une nouvelle. Ouais. Ok. On peut sentir ça sent vraiment bon le houblon là. C'est vrai que ça sent trop bon. On va utiliser l'outil du brasseur. L'outil du brasseur, le fourquet. Ah yes. Qui nous permet de mélanger. C'est bien, il tombe pas en panne celui-là. Voilà. D'accord. C'est un événement, c'est des bières événements, des bières éphémères. Et c'est assez recherché par les clients. Parce qu'en fait c'est une bière qui est très végétale en fait en bouche et qui est super. Donc sur les dernières saisons, comme au mois parce que là du coup c'est une bière qui va sortir sur début octobre, début octobre en gros. Et bah, c'est une bière dernière saison qui passe plutôt bien quoi. Donc en même temps tu t'y connais bien en bière. Forcément. Pour faire du houblon, il faut aimer la bière. Faut se dire qu'il existe, en fait on s'en rend pas compte, mais dans le monde entier, il existe à peu près plus de 300 variétés de houblon. D'accord. Sur ces 300 variétés de houblon, il y en a 67 qui ont vraiment des qualités brassicoles. Le reste, c'est que de l'ornement. On les voit en bord de cours d'eau, en lisière de bois, de forêt. Il y en a 68 qui ont vraiment des qualités brassicoles
Et en France, il y en a vraiment une petite trentaine, on va dire une trentaine qui est travaillée, vraiment, qui s'adapte vraiment à notre territoire. Et moi, sur les trentaines qu'on peut, entre guillemets, potentiellement faire en France, moi, je travaille sur 11 variétés, bientôt 12. Donc, c'est-à-dire que déjà, j'ai un panel qui permet de répondre à une gamme de brasseries assez large. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des types de bières, il en existe aussi plus de 300 types de bières. Nous, on a l'habitude de connaître la blonde, l'ambrée et puis la blanche. Mais en fait, il en existe une multitude, quoi. Voilà. Et en fait, chaque houblon peut, dans un même houblon, peut faire plusieurs gammes de bières. Moi, j'ai des brasseries qui vont travailler avec un houblon, ils vont faire leur blond, leur ambré. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Tiens, c'est quoi les termes techniques un peu du houblon? Ça s'appelle comment? La fleur. Alors, c'est pas une gousse ou une... Alors non, on l'appelle la fleur ou la cocotte. Voilà, il y a deux noms, la fleur ou la cocotte. Et les pétales, non? Alors, on appelle ça des braquiers. Des braquiers? Les braquiers, ouais. Ok. Et donc le jaune qu'il y a dedans, là? Le jaune, voilà, ce qu'on va rechercher en fait, c'est voilà, le jaune ici, c'est l'enzyme, ce qu'on appelle la lupuline. Voilà, la lupuline, donc parce que du coup, le houblon de son genre et de son espèce, Humulus lupulus, donc houblon entre guillemets à lupuline. Et donc c'est vraiment ça qu'on va rechercher chez le. C'est vraiment ce qu'on va rechercher chez le houblon, c'est sa teneur en lupuline qui est ici. Donc la lupuline, elle est présente au niveau de la base de ses braquets, voilà, donc au niveau de son rachis. Le rachis, hein, c'est la colonne vertébrale de la fleur, et c'est là que voilà. Et donc là, par exemple, là, la couleur jaune orangé qu'on a, c'est la condition optimale, une des conditions optimales pour pouvoir ramasser le houblon. Et avec le toucher un peu, le côté un peu papier jaune, tu vois. Ouais. Et c'est une fleur qui se pollinise ah non, là c'est autonome. Donc le houblon, c'est une plante qui est dioïque. Voilà, donc elle peut être soit mâle, soit femelle. Et moi, on n'exploite que les fleurs femelles. Voilà, dès qu'il y a une fleur mâle, il faut surtout l'enlever. Parce qu'en fait, il y aurait un risque de pollinisation. Donc là, on est sur les fleurs femelles non pollinisées. D'accord. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de... Pas d'abeilles, j'ai pas besoin d'abeilles. Par contre, j'ai besoin d'abeilles quand même pour autre chose. J'ai besoin des abeilles pour en fait, le maintien de mes couverts végétaux. Parce qu'en fait, entre mes ranges, j'ai des couverts végétaux. Et pour ma biodiversité, en fait, dans le travail de mes auxiliaires, tout à l'heure on rigolait, on parlait beaucoup des coccinelles. Moi, un des ravageurs principaux en fait, du houblon, c'est le puceron. Voilà. Et j'ai la chance, c'est que voilà, j'entretiens entre guillemets mes couverts végétaux et ça permet d'avoir une population de coccinelles qui est assez importante. Et donc du coup, c'est oui, top. Coccinelle, ouais, donc moi, l'effet des auxiliaires, c'est top. Tu as dû regarder d'ailleurs dans l'houblonnière aussi, je travaille avec énormément de perchoirs pour les buses. D'accord. Voilà, buses, busards, un peu d'épervier, mais ils se posent pas trop, c'est vraiment plutôt les buses pour la gestion des mulots, voilà, ou des campagnols. Parce que les campagnols, la première année, ils m'avaient quand même beaucoup mangé les racines du houblon, parce qu'elle est très sucrée. Donc j'ai mis ça, j'ai une dizaine de perchoirs et j'ai mis aussi une dizaine de boîtes à mésanges, voilà, qui elles ont une efficacité sur les chenilles et qui est impressionnante, quoi. Donc voilà, donc, je travaille vraiment en symbiose, tu vois, avec la nature là-dessus. Ouais, c'est trop bien. C'est carrément bien. Et donc en termes d'itinéraire culturel, sur les interventions, on pourrait dire phytosanitaires, voilà, j'aime pas trop le terme, mais moi je travaille exclusivement avec une petite entreprise locale, c'est J3C Agri qui est à Segré, voilà. Et je travaille uniquement à base de purin, macération, décoction, thé, kéfir, donc uniquement des macérations à base de plantes. Et cette année, j'ai fait 4 passages de prêle et de sauge, notamment. Voilà, j'utilise de temps en temps de purin d'ortie. C'est vrai que je n'avais pas eu le besoin parce que du coup ma plante elle était assez azotée, elle avait assez à manger. Mais voilà, j'utilise vraiment que des produits naturels et tous les produits que je mets, je les goûte avant. Voilà. Trop bien. Non mais ça c'est important, tu vois. Bah oui, non mais c'est vraiment un métier passion, très technique. On peut pas juste avoir du houblon chez soi et... Si, tu peux avoir un plan d'ornement sur ta pergola. Mais il faut le récolter au bon moment, la bonne journée, parce que c'est à la journée même. Hein. Là, pour l'avoir récolté ce matin. Parfait. Merci Georges pour cette journée. Donc ce matin, on a été récolter le houblon dans la houblonnière. Dans la houblonnière, ouais, voilà. Champ, ouais, directement. C'est dans les champs. Et puis là, on est dans le cœur de ferme. C'est ça. Donc on appelle comment déjà le cœur de ferme d'une houblonnière l'houblonnière en fait. Hein. Ouais, c'est la même chose. On est sur le centre de triage et de séchage. Donc merci Baptiste d'être passé ce matin et puis toute la journée. Ouais, ça m'a permis de voir tout ce carrément, tout le puis process. Ça, on s'était vu aussi. Bah oui. Hyper content et puis te montrer un peu une production atypique quand même pour la région. Hein, parce que la production de houblon, c'est aujourd'hui encore plus de 90% de la production nationale est alsacienne. Donc c'est vrai qu'avoir une houblonnière dans le secteur et dans le Maine, je suis le seul professionnel aujourd'hui là-dessus.
pour vraiment aller chercher cette notion de terroir et de local, quoi. Enfin, ce qui est hyper important en s'ancrant ici à Segré, qui est vraiment au centre du Maine, la Sarthe, la Mayenne et du Maine-et-Loire. Ça permet vraiment de toucher l'ensemble des brasseries et des distilleries qui veulent travailler pour du local et aussi dans une logique de durabilité. Donc il y a vraiment un sens à ça. Et donc du coup ce qu'on a vu ce matin, c'est vraiment l'export des lianes, donc la récolte des lianes vers la trieuse, hein, donc, qui est encore en train de marcher. De cette trieuse là, comme on a expliqué, du coup ça part en séchage. Et puis après du coup ici à Houblon-du-Maine, du coup on assure la transformation en granulé, en pelé, et qui permet de pouvoir le commercialiser sous cette forme là au brasseur. Et ce qui est important nous en tant que consommateurs, c'est de se dire quand on boit une bière locale, c'est de se dire tiens, mon malt il vient d'où, mon blond il vient d'où. Et le brasseur sent son travail peut-être plus légitime ou avec plus de sens, et nous la finalité de notre métier, c'est le consommateur qui l'a. Ouais. Donc voilà. Super, puis après j'ai été voir la brasserie à côté. Et du coup tu as rencontré ce matin les deux Alexis voilà. Et Alpaca qui brassaient directement avec du houblon frais, donc pour faire une Harvest Ale, donc une bière de récolte. Et donc c'est des bières qui sont super appréciées, et pour un brasseur d'avoir du houblon frais à proximité comme ça, c'est une chance, voire un luxe, hein, donc c'est plutôt bien. Et donc c'est ça aussi l'aventure houblon, c'est de pouvoir travailler avec ses clients mais en toute confiance. Voilà. Ok, donc là tu cherches des gens qui veulent travailler, qui cherchent du houblon partout en France ou... Alors moi l'idéal encore une fois c'est que ça reste du local, donc ça reste quand même du local. Oui, on en a plein de brasseries. Oui, il y en a plein. Donc moi ce que j'aspire c'est que l'ensemble des brasseries et des brasseurs et des brasseuses du Maine aient connaissance déjà qu'il y a une production de houblon bio sur leur secteur, donc à un rayon de moins de 100 km. Et avec une gamme de houblon qui répond tout à fait et pleinement en fait à leur production. Donc c'est d'avoir qu'ils sachent et qu'ils aient la connaissance qu'il y a du houblon à proximité, quoi. Ok, donc on te retrouve sur les réseaux sociaux. Et alors exactement, vous me retrouvez à la fois sur Facebook, sur Instagram. Alors je suis pas un grand communicant, mais j'ai quand même ces pages-là. Et vous retrouvez aussi toutes mes panels de variétés sur le catalogue Houblon de l'Ouest. Donc sur un moteur de recherche, vous tapez Houblon de l'Ouest. Parce que je suis adhérent à une association de producteurs des houblonniers de l'Ouest, et qui regroupe une dizaine de producteurs de houblonniers. Donc en gros c'est Pays de la Loire, Île-de-France et Bretagne. Et dessus il y a du coup mes liens vers Houblon-du-Maine, où il y a en fait mon catalogue variétal. Et vous pouvez me retrouver là-dessus. Voilà. Trop bien, super, merci en tout cas. Merci Baptiste.